Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence sur le référencement des podcasts. L'idée, c'est de se dire, c'est bien de faire des podcasts, c'est intéressant de faire des podcasts. Si personne les écoute, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est ensemble pour pouvoir vous donner un peu les clés des algorithmes, les bonnes pratiques. Comment fait-on pour être découvert, pour être entendu lorsque l'on a un podcast. Alors, aujourd'hui, autour de la table, autour des tables, on a Caroline Mignot, qui est, selon moi, la révélation podcast business de l'année, rien que ça. On a Maxime Piquette, juste à côté, qui est le CEO de Ocha, donc hébergeur de podcast. On a Alexis Hu, qui est cofondateur de Voxalize. Voxalize, Alexis, tu nous expliqueras, mais c'est un service qui vous permet de traquer les performances de votre podcast. Et puis, Benjamin Bellamy, qui est PDG de Adores, qui est un outil de recommandation contextuelle de podcast. Donc, pour commencer, j'ai une question toute bête. J'aime bien commencer par des questions toutes simples, un peu pour vous tous et vous toutes, et toi, Caroline. Qu'est-ce que c'est le référencement de podcast ? Allez, Caroline. Allez, je me lance. Après la description que tu as fait de moi, Estelle, j'ai beaucoup de pression. Merci beaucoup d'ailleurs. Pour moi, le référencement, de façon hyper simple, c'est toutes les façons que vous allez mettre en place pour être découvert. Donc partout, sur les moteurs de recherche, sur les plateformes de streaming, peut-être sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas trop spoiler, mais c'est toutes les façons que vous allez avoir par des voies naturelles de faire découvrir votre contenu. Yes. Mais du coup, quand on pense référencement, en tout cas moi, le premier réflexe que j'ai, c'est de penser Google. Et du coup, Google, qu'est-ce que c'est ? C'est du référencement plutôt écrit a priori. Du coup, quand on arrive sur un podcast, on se dit quoi ? On se dit que c'est que les show notes. Est-ce qu'on a des exemples de ce que c'est que le référencement sur le podcast ? Est-ce que c'est du référencement que à l'oral ou est-ce que ça va être du référencement à l'écrit ou un mix des deux ? Alexis, vas-y. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que il y a deux choses. Les plateformes sont là, ce sont les gatekeepers, c'est elles qui décident quel podcast mettre en avant ou pas. De l'autre côté, les utilisateurs, on a été bercé à Google. On cherche quelque chose, on cherche l'info, on va sur Google, on va dans la search bar, on a quelque chose. On cherche une application mobile, pareil, on va dans l'App Store, on tape les mots-clés, on la marque et on fait la même chose. Mais pour les podcasts, c'est la même chose. Les gens cherchent un artiste, un guest, un sujet. Ils vont aller dans la search bar d'Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music. Ils vont taper quelque chose. Et le référencement des podcasts, c'est comment être sûr que son podcast arrive bien positionné sur ces mots-clés-là pour être découvert et donc avoir du trafic et des auditeurs. Alors, tu dis un truc intéressant, je te passe la parole juste après, Maxime, mais tu dis un truc intéressant, c'est que c'est fonction aussi des plateformes. C'est-à-dire que quand tu es sur du référencement de site Internet, c'est principalement Google, mais en tout cas, c'est ouvert. Là, on va entrer plateforme par plateforme, c'est-à-dire iTunes, Spotify, etc. C'est ça ? Exactement. Sur le web, il y a essentiellement Google en moteur de recherche. Il y a aussi Bing, il y a Ecosia, il y en a, mais c'est essentiellement Google. Là où pour le podcast, c'est plus compliqué, c'est qu'il y a plein de plateformes. Il y a Apple, Spotify qui domine. En France, il y a aussi Deezer qui est assez présent. Il y a Google Podcast. YouTube, je mettrai ça encore à part. Et ce sont des algorithmes de classement sur les mots-clés qui sont différents. Donc, un podcast, tu as utilisé la plateforme, tu es numéro 1 sur marketing sur Apple en France, c'est peut-être toi qui es numéro 1 sur Spotify. Et parce qu'ils vont prendre des points de données différentes, c'est des algorithmes différents, donc les classements vont être différents. Et nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on a certains de nos clients, les très gros podcasts, qui commencent à avoir 2 feeds RSS différentes, une pour Apple, une pour Spotify, parce qu'ils vont avoir des métadonnées différents pour optimiser le référencement en fonction de l'algorithme d'Apple, en fonction de l'algorithme de Spotify. Donc, ils vont avoir des descriptions différentes par flux RSS. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil sur ces plateformes ? Est-ce qu'il faut aller travailler chaque plateforme ? Est-ce qu'il faut se concentrer sur une plateforme ? Est-ce qu'il n'y a pas de règles ? Comment est-ce qu'on voit ça ? Maxime, peut-être ? En fait, aujourd'hui, toutes les plateformes d'écoute, effectivement, ont un système de recherche. Et
Et pour l'instant, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que le système de recherche actuel, les algorithmes de recherche actuels, par rapport par exemple à ce qu'on peut connaître chez Google, sont encore très simples. Et puis d'une certaine manière, le podcast, c'est pas comme un site web. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'informations dans un podcast que dans un site web. En réalité, toutes les informations que l'on va avoir dans un podcast se résument à peu près à ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le flux RSS. Et pour faire plus simple, c'est essentiellement ce qu'on va avoir sur le titre des émissions, les descriptions des émissions, le titre des épisodes, les descriptions d'épisodes, les mots-clés, quelques informations annexes, mais il y a assez peu de choses. Donc en réalité, moi, j'ai pas envie de dire il faut imaginer un travail, parce que sinon, vraiment, le message qu'on donnerait ici, il serait extrêmement difficile et impossible pour une podcasteuse ou un podcasteur. Il faut absolument pas imaginer de dire je vais aborder une stratégie spécialement pour Apple et une stratégie pour Spotify, parce que d'une certaine manière, je pense qu'aujourd'hui, leur fonctionnement en termes de recherche va être à peu près similaire. Ce qui est important, par contre, c'est effectivement d'avoir une réflexion vis-à-vis de cette recherche et comment on peut remonter sur ces recherches-là. Et pour ça, eh bien, il faut réfléchir à son champ sémantique, à ses mots-clés, à comment je vais pouvoir me positionner, sur quel type de recherche je vais essayer de me positionner. Essayer de se mettre un peu dans la tête de l'auditrice ou l'auditeur type qui pourrait être intéressé par mon sujet et par quelles questions il pourrait tomber sur mon sujet. Et une fois que j'ai ça, je vais commencer à déterminer un ensemble de nuages de mots-clés. Je vais essayer de me positionner dessus. Moi, je donne un peu une astuce qui est que j'aime bien voir ça d'une certaine manière quand même comme les sites web. Tu vois, par exemple, quand on fait des sites web, on va faire des pages spécialement sur une page sur un sujet et je vais essayer de me positionner sur cette page-là, je vais essayer de me positionner sur tel mot-clé, sur telle idée, etc. Moi, j'aime bien imaginer que le podcast, c'est un peu la même chose et de se dire, tiens, mon épisode là, il va peut-être être un peu plus cerné sur ce sujet-là et je vais peut-être m'appuyer un peu plus sur ces mots-clés-là. Et comme ça, je vais ouvrir un peu plus mon champ sémantique et donc ma découvrabilité et donc ma visibilité. Vas-y, Caro. Ouais, je suis à fond là. Ça me parle ce que tu dis. Et pour ceux qui nous écoutent, qui se disent mais c'est encore un petit peu abstrait, des façons un peu actionnables de mettre ça en route, c'est d'aller regarder tout simplement les résultats de recherche corollaires sur Google. Vous allez taper vos thématiques, typiquement booster la découvrabilité de son podcast. Et en fait, ça va vous mettre les recherches qui sont associées, qui sont les plus tapées par les utilisateurs. Et c'est exactement ce que dit Maxime quand il dit en fait, il faut cibler les intentions de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est créateur de contenu, soit on se fait plaisir et en fait, on répond à une question que potentiellement, soi-même, on est le seul à se poser. Soit on va regarder en fait là où il y a de la masse, là où il y a potentiellement un trou dans la raquette, c'est-à-dire beaucoup de requêtes de recherche Google et très peu de réponses, en tout cas très peu de réponses pertinentes. Donc allez sur Google, tapez vos mots-clés thématiques, regardez ce qu'ils recherchent dans les résultats de recherche corollaires, dans les suggestions. Vous savez, vous avez un petit encart en bas de Google, ça va vous mettre autres suggestions. Et puis il y a 2 outils gratuits qui sont hyper efficaces qui s'appellent answerthepublic.com et AnswerSocrate. Et en fait, ces 2 outils vont aspirer toutes les recherches Google autour de vos mots-clés et vont vous permettre d'identifier des questions. Et ça, c'est aussi une très bonne astuce si vous cherchez un bon titre, c'est d'aller coller exactement justement aux intentions de recherche. Donc, si vous voulez, par exemple, vous travaillez dans le partenariat, vous voulez un bon titre pour un épisode sur le partenariat, vous allez mettre partenariat d'Answer the Public. Il va vous choisir les étapes clés pour monter un partenariat. Quelle est la différence entre partenariat et co-marketing? Voilà, vous avez compris, mais du coup, ça vous permettra, ces 3 petits outils vous permettront de mettre en musique ce que vient de vous dire Maxime. Alors, on vient de dire pas mal de choses importantes. Je vais essayer juste de résumer parce que là, il y a quand même de l'info intéressante. Première chose que tu disais, Maxime, c'est que pour travailler son référencement, il faut commencer en amont par réfléchir aux thèmes, aux mots-clés. Alors, on parle de mots-clés, mais en fait, voilà, c'est des thèmes qu'on souhaiterait aborder. Donc, peut-être aller les lister. Comment est-ce qu'on va faire pour les lister? Caroline, tu nous disais, une façon très simple de le faire, c'est de se servir de Google, tout simplement parce que Google va fonctionner un petit peu finalement sur le même principe, sur le même modèle. Ce que Google va essayer de faire, c'est de répondre le mieux aux questions des utilisateurs. Ce que l'algorithme des plateformes va essayer de faire, c'est de proposer le meilleur podcast en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc,
allons sur Google pour voir, se rendre compte des sujets qui intéressent les personnes, les auditeurs et les auditrices potentielles, et utilisons tous les éléments de recherche automatique qui sont proposés par Google pour pouvoir justement aller lister tous ces mots-clés. Tu as dit une deuxième chose, Caroline, que je trouve super importante, et c'est une erreur que font beaucoup de gens. On ne fait pas des podcasts pour soi. On fait des podcasts pour les gens qui vont écouter. Donc, ce qui est extrêmement important, c'est de se mettre à la place de nos éditeurs, de nos auditrices, et de se poser la question de quelle est l'information ou l'entertainment, enfin, tout dépend sur quel type de podcast on va se placer, mais de quoi ont-ils envie, qu'est-ce qu'ils veulent écouter, qu'est-ce qui est intéressant pour eux. C'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est de se poser la question de ses auditeurs. Pour ça, il faut commencer évidemment par connaître un petit peu ses auditeurs. C'est toujours un petit peu la base du marketing, aller comprendre pour qui est-ce que vous travaillez. Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose, je crois, sur le référencement. Oui, tout à fait. En fait, je suis totalement en phase avec ce que disait Maxime. On parle de SEO, donc d'optimisation de moteurs de recherche. C'est un terme très technique qui implique d'avoir des compétences très techniques. Alexis en a parlé un peu. Évidemment, c'est compliqué, il y a des outils, il y a pas mal de choses à faire, mais à base, c'est bien la qualité du contenu. Et c'est bien, est-ce que mon contenu est intéressant pour des êtres humains? Parce qu'on parle de référencement, donc de référencement automatique par des machines, mais in fine, ce sont des êtres humains qui vont l'écouter. Et donc, les gens qui développent les algorithmes de recherche, que ce soit Google ou que ce soit d'autres plateformes, ils vont essayer de faire en sorte que ça ait un sens pour des êtres humains. Donc, la première chose, c'est de faire du contenu qui soit pertinent, intéressant, qui apporte de la valeur aux auditeurs. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à ce que disait Maxime, c'est que sur le podcast, c'est beaucoup plus simple que sur un site internet. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, le podcast, ça fait 15 ans qu'il n'a pas évolué. Si on regarde un peu en arrière et qu'on se dit quelles sont les innovations technologiques qui ont bousculé le podcast ces 15 dernières années, il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment et ça finit par poser des problèmes en référencement parce que quelles sont les métadonnées ou les données tout court d'ailleurs qu'on va pouvoir indexer dans les moteurs de recherche pour que la machine puisse savoir de quoi on parle. Il y a le titre, il y a les show notes, mais qui ne sont pas très structurés. Et puis c'est tout. Alors, on a de plus en plus de moteurs de recherche qui vont faire du speech to text, c'est-à-dire convertir le texte audio en texte écrit. Mais ça ne nous donne pas des données structurées. Et il y a énormément de choses à faire. En tout cas, c'est une position qu'on défend chez Adores, de dire si on veut enrichir l'expérience d'utilisateur, mais aussi enrichir la découvrabilité, il va falloir faire un travail qui a été fait depuis plus de 20 ans sur Internet et pas du tout dans les podcasts, qui est de dire de quoi ça parle, qui a conçu ce site web, de quel endroit, est-ce que ça parle d'une zone géographique. Si aujourd'hui on a des podcasts touristiques, on n'a aucun moyen de les placer sur une carte. Alors en fait, s'il y en a, mais je ne veux pas divulguer la suite. Si je veux pouvoir mettre des sous-titres, parce qu'aujourd'hui, le sous-titrage et la transcription, ça permet une meilleure indexation des contenus. Et puis, c'est juste aussi une contrainte légale, que ce soit en Europe ou en France, l'accessibilité, ce n'est pas facultatif. Et puis, du chapitrage et tout un tas de choses qui devraient aider le SEO dans le podcast, mais on n'en est qu'au tout début. Donc, il y a vraiment une révolution, d'après nous, qui est en train de s'opérer et qui va, dans les mois et les années qui viennent, bouleverser le SEO du podcast. Alors, tu me donnes l'occasion, effectivement, de poser ma deuxième grande question, qui est, j'ai un podcast, j'ai envie d'améliorer son référencement. Sur quoi est-ce que je peux jouer actuellement ? Puis on va voir effectivement comment est-ce qu'on va pouvoir faire, ou en tout cas s'attendre aux évolutions futures. Mais actuellement, j'ai quoi comme outil pour être référencé ? Vas-y, Alexis. Alors, il y a deux choses qui... Alors, on fait des tests toutes les semaines sur des podcasts pour essayer de comprendre, afin de faire du reverse engineering sur les algos d'Apple et de Spotify. Il y a deux choses qui sont prises par ces deux algorithmes. La première, c'est les métadonnées. Titre du podcast, nom de l'auteur, description du show. Et derrière, on a la même chose au niveau de l'épisode. Nom de l'épisode, description de l'épisode. Je vois encore des podcasts
La description du podcast, c'est nouvel épisode tous les jeudis à 15h30. Très bien, vous arrivez peut-être numéro 1 pour jeudi et peut-être pour 15h30, mais vous ne parlez pas du contenu. Et le titre de l'épisode, saison 3, épisode 7. Là, il faut mettre des mots-clés, il faut mettre le contenu, il faut mettre les choses pour lesquelles le podcast, ce pourquoi vous, je ne sais plus parler français, what we are standing for, ce que vous représentez. Derrière, les algorithmes, il peut y avoir 2 podcasts identiques avec des descriptions identiques. Comment ils vont mettre un au-dessus de l'autre? C'est relativement simple, ils vont regarder des facteurs de qualité. Alors, l'algorithme d'Apple est relativement basique, ça date de l'iTunes il y a 20 ans. Ils vont regarder les étoiles. Il y a une raison pour laquelle tous les podcasteurs disent « mettez-moi des étoiles, mettez-moi des étoiles ». Google n'écoute pas votre podcast, ne sait pas si ce que vous dites est pertinent, complètement idiot ou à côté de la plaque. Par contre, si des gens s'abonnent, si des gens vous laissent des étoiles, Google, l'algorithme va dire « ça, c'était quelque chose qui a… J'ai une réponse du public qui dit que c'est intéressant, donc je vais mettre devant celui qui a le plus d'étoiles, celui qui a le plus d'abonnés ». L'algorithme de Spotify, qui est une société plus moderne, beaucoup plus axée sur la data et beaucoup plus élaborée. Ils vont regarder si vous écoutez les taux de complétion des épisodes, si vous faites du binge listening, c'est-à-dire si un auditeur écoute 3 épisodes à la suite ou juste un. Et donc, ils vont prendre ces 2 choses-là. Donc, les 2 choses à faire, c'est vraiment 1, travailler vos descriptions et 2, demander des étoiles, des revues et tout ce que vous pouvez faire. C'est un vrai conseil super important et très, très actionnable. C'est-à-dire qu'effectivement, première des choses à faire, c'est la description, j'ai envie de dire le titre de votre podcast. Moi, mon podcast s'appelle le podcast du marketing. C'est un podcast qui parle de marketing. C'était un peu bête au départ. N'empêche que d'un point de vue référencement, c'était une très, très bonne idée parce qu'effectivement, quelqu'un qui va taper marketing parce qu'il a envie d'écouter des choses qui parlent de marketing, il y a de bonnes chances qu'à un moment donné, il tombe sur moi, même au début. En fait, ce podcast a 3 ans. Je crois qu'au bout de 6 mois, j'arrivais déjà en numéro 1 parce que, très simplement, il y avait marketing dans le nom. Donc, c'est vraiment quelque chose à penser, je pense, dès le début, avant même de lancer son podcast. Réfléchissez à quels vont être les mots-clés. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on me dit souvent, mais qu'est-ce que c'est un mot-clé, Estelle? Un mot-clé, c'est simple. Hein, c'est quelqu'un qui fait une recherche, ou quelle que soit la recherche, hein, quelqu'un qui veut avoir une information. Comment est-ce qu'il la formule? Ben, vos mots-clés, c'est ça. C'est les éléments qui sont dans cette formule. Donc, toute la difficulté réside dans le fait d'identifier ces fameux mots-clés. Il faut le faire a priori, puisque quand vous n'avez pas lancé votre podcast, ben, vous ne savez pas encore, mais vous pouvez imaginer les choses et vous mettre à la place de votre futur auditeur ou de votre future auditrice. Et puis après, vous pouvez le faire a posteriori. Alors, je ne vous conseille pas nécessairement de changer de nom tous les 4 matins. C'est possible, Caroline l'a fait. On peut changer de nom. Mais en tout cas, des éléments que vous allez pouvoir intégrer de façon plus dynamique, ça va être la description de votre show. C'est pareil, je ne suis pas sûre qu'il faille changer tout le temps, mais on peut l'améliorer. Et puis, les titres et les descriptions des épisodes. Ce que tu disais, Alexis, c'est que même le titre de l'épisode va venir apporter de l'information. Alors, nous, on voit certains de nos utilisateurs qui changent le nom du podcast toutes les semaines, la description toutes les semaines. J'ai un podcast, tu es mon invité la semaine prochaine. Je vais, dès cette semaine, mettre dans la description de l'épisode, nous recevons des gens tels Estelle. Comme ça, l'algorithme va déjà le prendre en compte. Et tu peux aussi faire ça dans le titre. Le podcast du marketing, cette semaine avec Estelle. Tu peux les changer mais, tous les jours si tu veux. Il n'y a pas d'obligation. L'algorithme, ça veut dire que l'algorithme arrive à à se mettre à jour de façon quasi immédiate ou quotidienne. Alors, non, quotidienne, non, surtout pas Apple. Apple, ils font des updates à la semaine. Spotify, c'est un peu plus dynamique, ça dépend s'il y a des changements, des choses. Mais c'est comme le SEO en 95. Vous voyez mes cheveux blancs. C'est comme l'App Store Optimization, donc la même chose sur les App Store en 2012-2013. C'est très, très facile. Ce qu'il faut, c'est toujours garder le focus qualité, donc les étoiles, les downloads et les followers, et les métadonnées. Et ne pas hésiter à changer ces métadonnées. Un site web, vous avez un blog, vous allez changer le titre, vous allez changer des choses. C'est pareil sur un podcast. Changer les descriptions, changer le titre, changer l'auteur. Le nombre de podcasts qu'on voit, le nom du podcast et le nom d'auteur est le même. C'est une occasion de manquer. Vous pouvez mettre, toi, sur ton podcast, je ne sais pas ce que tu as comme nom, tu peux mettre Estelle, spécialiste en marketing, social media, tu peux mettre ce que tu peux rajouter des choses là, ne pas hésiter à le faire.
Ah bah, tu vois, super intéressant. Moi, j'avais un peu cette idée, mais complètement sans y avoir réfléchi plus que ça. Je pensais que ton nom de podcast et le nom de l'auteur, c'était des choses un peu immuables. Attention, il ne faut pas y toucher parce qu'on on sait jamais ce qui va se passer. Caroline, je sens que tu vas vouloir à un moment donné me parler de test. Mais non, non, vas-y, mais vas-y, Maxime. Vas-y, Maxime. Oui, mais c'est exactement ça. Je pense à un podcast qu'on a lancé chez nous qui s'appelle Tips. Et tu vois, au début, pareil. Je pense que chez Ocha, les équipes elles se sont dit, bah attends, le nom, c'est le nom officiel du podcast, on va l'appeler Tips. Et après, ils se sont dit, ah ouais, en fait, on peut quand même améliorer notre visibilité là-dessus parce qu'en fait, Tips, ça veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire astuce en anglais. Et astuce de quoi, on ne sait pas. Et donc, ils ont modifié ça. Maintenant, le nom du podcast, c'est Tips comment lancer son podcast. Et effectivement, bah, c'est bon. Là, on se met sur des mots-clés, lancer, podcast, c'est une question, ça amène plein de choses. Et maintenant que j'ai dit ça, bah, vous savez tous ce que c'est Tips, vous allez tous aller l'écouter, évidemment. Allez le binger. et c'est hyper efficace. Et c'est vrai, il ne faut pas hésiter à utiliser le titre, c'est 140 caractères. Il ne faut pas hésiter à utiliser ces 140 caractères. Pareil, comme tu disais ici, l'auteur, la description, il faut y aller à fond pour utiliser à chaque fois chaque place qu'on a pour placer des mots-clés qu'on a envie, sur lesquels on a envie d'être référencé. Caroline, tu voulais nous donner des exemples de tests que tu as mis en place, toi. Ouais, je sais que tu attends que je raconte ma grosse casserole. En gros, quand j'ai lancé mon podcast pour la première fois, j'ai fait un four complet. Et Estelle le sait parce que c'est juste après, quand j'ai relancé mon podcast, que je lui ai dit, en fait, je reviens de loin, Estelle. J'avais voulu lancer un podcast en faisant des choses à absolument pas faire. Alors du coup, je vous les donne très rapidement au cas où il y a des gens ici qui se poseraient la question. Si vous voulez lancer votre podcast, ne faites pas un titre qui ne parle à personne. Donc moi, j'avais choisi les rendez-vous du co-marketing. Donc personne n'y comprenait rien. Ne choisissez pas une thématique trop niche. Donc moi, là, je ne traitais que de collabs entre marques chaque semaine. C'est un peu lourd, non? Donc du coup, là, j'ai eu aussi des problèmes pour rencontrer mon public et surtout une photo de couverture. Et ça, on aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'il y a des astuces aussi pour l'optimiser. Et la photo de couverture, en fait, vraiment pas quali. Et du coup, sachez que, vous pouvez référencer votre photo de couverture. Je laisserai les experts en parler. Ils ont certainement de meilleures data que moi. Mais aussi, à la main, les éditorialistes de Apple Podcast vont regarder les nouveaux podcasts qui sortent. Donc, en fait, il y a un vrai impact du visuel aussi qualitatif. Et en fait, en fonction de ça, votre podcast peut ou pas être featuré dans un classement Apple Podcast qui a quand même un impact majeur sur votre nombre d'écoutes. Pour vous donner un petit peu le ratio, sur les rendez-vous du co-marketing, j'ai dû faire, sans aucune distribution, j'ai dû faire 600 écoutes en 6 mois. C'est pas une blague. J'en parlais pas et je me disais la magie du référencement naturel va opérer d'elle-même et on va trouver mon podcast parce que j'ai mis les bons mots-clés dans ma description. Alors déjà, si on peut faire un disclaimer, le référencement ne travaille pas de lui-même sur votre podcast. En fait, ce qui est surpuissant, c'est d'optimiser le référencement dans votre diffusion. Les posts sur les réseaux sociaux, des articles de blog qui vont accompagner votre site, le petit site par exemple proposé par Ocha, un site idoine qui vous permet de référencer votre podcast. En fait, c'est ça qui va avoir de l'impact. Si vous pensez que le référencement titre et description de l'épisode va jouer par lui-même sans diffusion en termes de référencement, je pense pas trop me tromper, même s'il y a des experts, mais pour moi en tout cas, ça aboutit à 600 écoutes en 6 mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le cercle vicieux. Vous pouvez avoir le meilleur référencement, les meilleures descriptions. Il n'y a pas un follower, il n'y a pas un download, il n'y a pas une étoile. Calme plat, rien ne se passera. Par contre, si tu as les bonnes métadonnées, les bonnes descriptions et que tu commences à avoir des followers et que tu en gagnes de plus en plus toutes les semaines, là, le référencement naturel va décoller. On a vu des podcasts qui, en retravaillant complètement leur référencement, un petit podcast qui est passé je crois que c'était à 2500, en l'espace de 3 semaines, il est passé à 5000. Parce que le titre était pourri, la description n'était pas là. Il y a moyen. On a vu des gros podcasts passer de 200 000 par mois à 300 000. Et ça se fait rien qu'en optimisant. Mais il faut déjà avoir un petit quelque chose. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est du boulot. Parce qu'il faut se battre pour les revues, il faut retravailler ses titres, il faut réfléchir. Et c'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes sur un coin de table, ça.
Ouais, exactement. En termes de résultats, j'avais envoyé à Héloïse de Ocha. Moi, j'étais à 12 000% sur le mois d'augmentation d'écoute sur le mois de septembre. À partir du moment où j'ai rebrandé mon podcast, c'est-à-dire changé le nom, mis un meilleur visuel, une vraie proposition de valeur, assuré un rythme régulier. Bon, un épisode par jour, j'ai pas fait les choses à moitié, mais ça a marché et aussi raccourci mes épisodes. Un autre, on parlait du taux de complétion tout à l'heure. L'algorithme Apple Podcast, pour moi, il ressemble vraiment beaucoup à YouTube. Et pour le coup, en termes de taux de complétion, il y a une petite astuce que je peux vous donner. Si vous avez accès à vos statistiques de podcast, regardez la durée moyenne que vos auditeurs écoutent votre podcast. Et en fait, moi, je faisais des épisodes de 45 minutes et je me suis rendu compte que tout le monde s'arrêtait à 20 minutes. Et typiquement, en fait, c'est pas forcément votre contenu qui est trop long, pas assez pertinent. C'est peut-être que les gens, ils vous écoutent en faisant un truc qui dure 20 minutes, du genre un trajet dans les transports en commun. Ou alors qu'ils ont envie d'écouter quelque chose d'aspirationnel pendant 45 minutes, mais sur un format méthodologique comme le mien, au bout de 20 minutes, ils se disent non, c'est trop actionnable, c'est trop pratico-pratique, je peux pas tenir. Donc, regardez votre taux de complétion moyen et en fait, essayez d'ajuster votre format. Ça, pour moi, c'est un vrai boost aussi dont on parle un petit peu moins sur le référencement. Et pour ajouter là-dessus, je dirais que attention, hein, c'est pas parce que Caroline vous dit qu'elle, ça a fonctionné quand elle est repassée à 20-30 minutes qu'il faut nécessairement faire des podcasts de 20-30 minutes. C'est vraiment fonction, encore une fois, de votre audience et de son mode d'utilisation. Les auditeurs, les auditrices de Caroline, effectivement, peut-être qu'ils t'écoutent pendant leur trajet pour aller au boulot. Si on est parisien, souvent dans le métro, on va avoir 20, 30, une demi-heure, maximum 45 minutes de trajet ou de trajet où on va pouvoir écouter. Vous avez d'autres podcasts. Je pense à Génération Do It Yourself, qui est un gros podcast business, qui fait des centaines de milliers d'écoutes par mois. Les épisodes font 2, 3, je crois qu'il y en a même de 4 heures. Et ça fonctionne évidemment extrêmement bien pour d'autres raisons. Là, les gens, peut-être, je ne connais pas l'audience de Génération Do It Yourself, mais peut-être qu'ils écoutent en faisant du sport le week-end. Peut-être aussi qu'ils écoutent un épisode en 3 fois. Et que donc, ça permet aussi d'avoir de la réécoute sur l'épisode. Donc, il y a vraiment des histoires d'un côté de test à faire, je pense, et puis de comprendre son audience, de savoir comment est-ce que votre audience vous écoute. Et pour ça, il y a une façon très simple de le faire, ce qu'on me dit souvent, mais très bien, Estelle, mais enfin, moi, je n'ai pas forcément de data sur mon audience. Quand est-ce qu'ils m'écoutent, comment est-ce qu'ils font pour m'écouter? Il y a une chose très simple à faire, c'est de leur demander. En fait, il faut comprendre que quand vous faites un podcast, l'immense majorité des podcasts sont gratuits. Donc, vous proposez quelque chose de gratuit à des auditeurs que vous ne connaissez probablement pas d'ailleurs. Donc, ces gens-là, s'ils aiment la qualité de votre podcast que vous proposez, ils se sentent a priori, et c'est humain et c'est normal, ils se sentent un petit peu redevables. Mais ils ne savent pas comment vous rendre l'appareil finalement. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions. C'est pas grand-chose que de poser des questions, mais les gens en général, en tout cas, moi, c'est mon expérience, Caroline, je suis sûre que tu as la même, quand on pose des questions aux gens, qu'on leur demande, j'ai besoin de ton avis, j'ai besoin que tu me dises finalement ce que tu en penses, j'ai besoin que tu me dises quand est-ce que tu écoutes le podcast, ce que tu fais. Les gens sont ravis de pouvoir vous aider parce que c'est un moyen pour eux finalement de vous rendre l'appareil. Je suis complètement d'accord et j'ai mis en place un petit truc que je trouve un peu insolite. En fait, le fait de ne pas venir du monde des podcasts, si vous vous dites « Ah, mais c'est pas pour moi, j'ai pas eu de média training, j'aime pas ma voix ou quoi que ce soit, vous appartenez pas à ce monde-là », en fait, sachez que c'est une vraie richesse parce que vous allez arriver et en fait, avec votre regard neuf, vous allez avoir vraiment des idées que pour l'instant, en fait, en tout cas, on a moins vu dans le podcast. Et au début, j'ai fait ce truc un peu bizarre qui marche hyper bien, Estelle. C'est que je me suis dit, il faut que j'ai des retours qualitatifs, mais j'étais hyper timide d'aller demander aux gens des services. En fait, on a le syndrome de l'imposteur quand on se lance. Et même si les gens adorent notre podcast, on n'a pas envie de leur envoyer un questionnaire de satisfaction ou leur demander des retours sur ce qu'on fait. Et en fait, chaque mois, j'invite un auditeur à dîner. Et ça, les auditeurs adorent. Et maintenant, je l'ai même utilisé comme moyen d'avoir des avis sur Apple Podcast. Parce que la douleur du podcasteur, une fois qu'on a dit que c'était important d'avoir des avis, une fois qu'on a fait le tour de notre famille, qu'en soirée, on a demandé à tous nos potes qui avaient un iPhone, est-ce que tu peux me laisser une review? Caroline est formidable. Après, en fait, vous allez vous heurter à un plafond de verre. Et le fait de faire des petits concours en offrant, si vous êtes comme Estelle, vous avez des formations, offrez une formation, offrez un consulting. Moi, j'ai offert
des plans sur mon sponsor Iconosquare, offrez un dîner en disant voilà, vous gagnez une soirée exceptionnelle si vous avez une cible entrepreneur, un dîner d'entrepreneur. Essayez de regarder en fait si vous pouvez pas même transformer ça en motivation. Et j'insiste là-dessus parce que c'est bien de passer du temps avec vos auditeurs, regardez ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ça c'est la base, tout le monde le fait. Mais passer une vraie soirée avec quelqu'un qui vous adore, je peux vous dire qu'avec 2 verres de vin, ils vont avoir des super idées et c'est des choses qu'ils vous auraient pas dit en 20 minutes. Et alors, j'adore cette idée. Le coup du dîner, je pense que je vais te la voler. Je trouve ça génial. Il faudra que je case mes enfants quelque part, mais c'est une très bonne idée. Mais oui, vas-y. On peut aussi demander ici, vous êtes une cinquantaine, pour remercier Estelle et Caroline. Juste après, vous pouvez aller sur leurs 2 podcasts, mettre une review. Tu as vu alors, tu n'es pas obligé de tous les inviter à dîner, mais juste une petite review à la fin. Ça coûte rien, ça met 2 secondes. Et bien sûr, allez écouter aussi leur podcast, évidemment. Merci, Maxime. On va se faire un énorme barbecue tous ensemble. Ça va être super. Mais effectivement, il y a quelque chose à avoir en tête quand on fait un podcast. Et je pense qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. C'est ton histoire de dîner qui me fait penser à ça. Les gens qui nous écoutent sont des vraies personnes. Déjà, première chose, quand vous enregistrez un podcast, vous avez des vraies personnes qui vous écoutent. Mais elles ne vous écoutent pas n'importe comment. C'est un média qui est quand même, il faut le dire, je pense, je suis sûre que tout le monde va être d'accord avec moi, enfin je pense en tout cas, c'est un média qui est tout à fait particulier, le podcast. Le podcast, on est sur de l'audio, mais on est sur de l'audio qui, bien souvent, est écouté avec des écouteurs. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement proche. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est un média qui est sensuel. Vraiment au sens de la sensation, c'est-à-dire que vous êtes dans l'oreille de la personne. Finalement, ce que je dis, c'est que souvent, on chuchote à l'oreille de nos auditeurs, de nos auditrices, ce qui fait qu'il y a un lien de proximité qui se crée absolument naturellement. D'autant plus que le podcast a ça de différent, à mon sens, de la radio, c'est que ce n'est pas un média du parfait, c'est un média du réel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialiste de l'audio. Caroline, tu ne viens pas de l'audio non plus. Ce n'est pas du tout notre métier. Ce qui fait qu'en fait, on est nous-mêmes quand on enregistre un podcast. Si on bafouille, on bafouille. Voilà, on parle comme on parle dans la vraie vie. Et ça a une vraie valeur. Cette imperfection, finalement, a une vraie valeur qui est de créer une relation personnelle avec les gens. Et je reboucle sur ce que disait Caroline. Le fait de proposer un dîner ou de proposer comme ça quelque chose qui est dans la vraie vie, en tout cas dans la vie physique, effectivement, ça a un impact qui va être tout de suite très, très fort sur l'audience. Comment repartir après tout ça? J'avais une question qui est un peu loin du sujet, mais je tenais à revenir dessus. On a dit que pour le référencement, il fallait qu'on travaille son titre, il fallait qu'on travaille la description du show, il fallait qu'on travaille les titres des épisodes, il fallait qu'on travaille les show notes, donc les notes que vous inscrivez en dessous de l'épisode. Est-ce qu'on a une classification de ces éléments? Est-ce qu'il y a un élément qui est plus important qu'un autre? Est-ce que... Vas-y, Alexis. Alors, on a fait plein de tests. Je vous invite à aller voir notre blog. On a un framework qui explique tous les points, tous les leviers, les différences que ça peut faire en termes de pourcentage, sur des tests sur les cover art et des choses comme ça. Premier, le titre du podcast, c'est le numéro 1. 2, c'est le nom d'auteur. 3, c'est la description du show. 4, titre de l'épisode. 5, description de l'épisode. Changez, rajoutez un mot-clé dans le titre, vous allez voir que vous allez commencer à arriver dans les classements, enfin dans les rankings pour ce mot-clé. C'est aussi simple que ça. Donc toi, ce que tu nous proposes, c'est vraiment de faire des tests réguliers sur le titre du podcast et la description, et après d'aller le faire intentionnellement sur chacun de nos épisodes, c'est ça? Non, ta question, c'était ce qui avait le plus important dans les méthodes. Et c'est vraiment le titre, c'est le plus gros. Après, le nom de l'auteur, la description. Faire des tests, je recommande. C'est comme tout, c'est une optimisation. SEO, Search Engine Optimization, c'est pareil. Là, on appelle ça le PVO, Podcast Visibility Optimization, c'est l'optimisation. Donc, ce n'est pas quelque chose que je fais en janvier et je recommence ça en janvier de l'année prochaine. Je n'ai pas obligé de faire des tests tous les jours, mais faire ça toutes les semaines, tous les mois, en fonction de vos ambitions, de vos temps, du nombre d'épisodes que vous publiez, c'est quelque chose à garder en tête. Caroline mentionnait tout à l'heure la vignette, l'image, l'illustration. Tu as des tests là-dessus? Est-ce qu'on peut changer les choses avec l'illustration? Alors, indirectement, parce que les plateformes, nous, c'est ce qu'on appelle, il y a la découvrabilité, après il y a la conversion.
Donc, quelqu'un va taper marketing, va voir vos 2 podcasts arriver. Je préfère une brune, non, c'est jaune, c'est rigolo, il y a plus d'étoiles. Il y a le côté conversion qui est derrière. Là, les infos, on ne les a pas. Par contre, ça a énormément de similarités avec le monde du mobile. Et là, il y a quelques années, j'étais invité par Google, justement, qui annonçait, et j'ai mis le screenshot sur le blog, parce que je l'ai vraiment trouvé super intéressant, où les boîtes de gaming, donc qui font des jeux sur iPhone et Android, testent toutes les semaines des nouveaux logos pour les apps. Et ils mesurent le nombre de personnes qui arrivent sur la description de l'app et le nombre de personnes qui téléchargent l'app. Et un changement de logo, ça peut faire du plus 5, plus 6%, sans aucun problème. Donc, 100 personnes voient votre podcast qui apparaît sur le mobile. Je vais cliquer dessus, je vais télécharger, je vais essayer. Donc, c'est important. Dans les erreurs classiques qu'on voit, c'est le choix des couleurs. Prenez pas les couleurs Apple, prenez pas les couleurs Spotify, ils n'aiment vraiment pas. Vouloir mettre trop de texte, vraiment vouloir mettre trop de texte avec les noms des sponsors, c'est tout petit. Regardez bien sur Apple Podcast, sur Spotify, quand vous êtes sur mobile, la taille de la chose. Et mettre comme je disais, mettre des photos qui sont propres, jolies. Voilà. C'est relativement simple, mais il y a un inventaire, il y a quelque chose sur lequel on peut jouer, et il faut y penser aussi. Mais il n'y a pas de données, donc c'est un peu du j'optimise, je prends des bonnes pratiques, j'optimise, je vois ce qui se passe, mais la mesure exacte, on ne peut pas l'avoir seul les plateformes. Non. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est que, encore une fois, c'est une histoire de découvrabilité. Donc, il faut faire en sorte, ce que tu disais, hein, c'est tout petit. Quand la vignette, donc c'est un petit carré, hein, si vous êtes sur un ordinateur, ça va faire, je sais pas, quelques centimètres, peut-être 3-4 centimètres sur votre écran d'ordinateur, sur la taille de votre écran. Si vous êtes sur votre portable, c'est encore plus petit que ça. Donc, effectivement, s'il y a du texte, moi, je vous invite à mettre le nom de votre podcast et puis probablement de s'arrêter à peu près là, peut-être éventuellement votre nom dessous. Mais il faut vraiment réfléchir au fait que les gens vont lire quelque chose de tout petit. Donc, faites en sorte que ça soit lisible. Et puis, autre chose, la couleur ou le graphisme. Mais en tout cas, quelque chose qui va attirer l'œil. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va faire une recherche va se retrouver devant plusieurs vignettes potentiellement, et puis que l'œil va s'arrêter sur une vignette. Pourquoi ? Parce que cette vignette-là va attirer plus l'œil, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a des couleurs attirantes, parce qu'elle a un graphisme étonnant. On peut réfléchir, je pense, à ce genre de choses pour être vu. Des couleurs un peu plates, un peu tristes, un peu mornes, avec beaucoup de texte. Le risque, c'est qu'effectivement, on n'ait pas envie. C'est une question véritablement d'envie. On n'a pas envie d'aller voir ça. Alors, j'avais un dernier sujet, moi, qui m'embêtait un petit peu, où je me posais souvent la question, c'est de me dire, bon, finalement, quand je regarde le référencement, ce que j'en comprends, c'est que c'est finalement probablement une très belle opportunité, parce que, tu le disais, Benjamin, ça n'a pas beaucoup évolué, le podcast. C'est un média qui n'a pas évolué tant que ça depuis des années, comparé à des Google, du référencement de sites Internet. Ce qu'on en voit, c'est qu'on a finalement peu d'endroits à travailler pour améliorer notre référencement. Donc, peu d'endroits, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des tests qu'on va pouvoir valider, invalider. Et finalement, en changeant relativement peu de choses, on va pouvoir avoir un impact. Mais tu disais, toi, Benjamin, que les choses peuvent évoluer aussi. Tu m'as appelé ça le podcast 2.0. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, tout à fait. C'est pas moi qui appelle ça le podcast 2.0, hein. C'est Adam Curry, pour ceux qui le connaissent, qui est un podcasteur qui podcast depuis plus de 15 ans, donc des tout débuts, et qui, il y a 2 ans, a trouvé qu'effectivement, c'était très dommage que, en une quinzaine d'années, il y a eu, alors qu'on a eu les mobiles, qu'on a eu la 4G, qu'on a eu tout un tas de révolutions, les réseaux sociaux, tout ce qui n'existait pas au début des années 2000 et qui aujourd'hui existe, et le podcast, il ne s'est rien passé. Mais rien, il n'y a pas une seule fonctionnalité qui est apparue dans nos lecteurs de podcast. Et donc, il s'est dit, il faut que ça change. On ne peut plus laisser Apple décider de qu'est-ce que c'est qu'un podcast, parce qu'aujourd'hui, ce qui définit un podcast, c'est Apple qui l'a décidé il y a plus de 15 ans. Et il faut qu'on reprenne le contrôle, parce que le podcast, c'est quand même un médium qui est très décentralisé. On peut l'héberger où on veut, on peut l'écouter où on veut, le distribuer où on veut, on peut l'indexer où on veut. Alexis disait, il y a plusieurs moteurs de recherche de podcast, ce qui est une très, très bonne chose. Tu n'as pas cité, mais il y a Listen Note, par exemple. Nous, on en développe un. Et c'est dommage de dire, c'est Apple qui décide ce qu'on a le droit de dire dans un podcast. Donc lui, ce qu'il a fait, il a juste
rajouter des métadonnées qui permettent de dire, dans ce podcast-là, il y a telle personne qui est l'invité, telle personne qui est le producteur, l'ingénieur son, d'avoir donc des métadonnées qui sont structurées, indexables, compréhensibles par la machine pour que l'être humain derrière puisse y accéder à des données structurées. De la géolocalisation. Aujourd'hui, c'est quand même incroyable qu'on ne puisse pas dire cet épisode parle du musée du Louvre et de l'afficher sur une carte à l'emplacement du musée du Louvre. Techniquement, en 2022, on se doute bien que ce n'est pas très compliqué. Il faut juste que l'ensemble des acteurs, on a un problème d'œuf et de poule en fait, se disent bon oui, ça vaut le coup, on s'y met, on rajoute la géolocalisation des contenus, on rajoute les transcriptions parce que les transcriptions c'est important pour le SEO, ça permet de savoir exactement de quoi ça parle, ça permet de retrouver un contenu au milieu, ça permet, je le disais, de l'accessibilité, j'insiste, l'accessibilité c'est pas facultatif, ça permet de chapitrer, ça permet de mettre des liens. À terme, nous, on pense que ça permettra aussi de créer des liens sémantiques entre podcasts, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que Google a pu créer un moteur d'indexation, c'est que les sites Internet sont liés entre eux avec des liens entrants, des liens sortants, et c'est ce qui a donné de la valeur. Google n'a pas créé son index sur un système d'étoiles, il l'a créé sur un système de liens entrants et sortants, ce qui n'existe pas du tout dans le podcast aujourd'hui. Il y a pas de, je peux mettre dans mes show notes un lien vers un podcast, mais une machine ne saura pas que j'ai fait un lien d'un podcast A vers un podcast B. Et nous, on travaille là-dessus. Et ces innovations technologiques, encore une fois, on est en 2022, elles ne sont pas très compliquées. Il faut que tout le monde s'y mette parce que si je l'ai chez des hébergeurs, mais pas chez des players, ça ne marchera pas. Et alors, il se trouve qu'en fait, ça marche déjà. Il y a déjà une 60aine de plateformes qui ont rejoint le mouvement podcasting 2.0, dont nous, évidemment, sinon j'en parlerai pas avec autant de ferveur. Nous, on développe une plateforme d'hébergement de podcasts open source qui s'appelle Castopod, qui intègre une bonne partie de ces nouvelles métadonnées, qui permet à des applications, par exemple Podcast Addict, d'afficher la géolocalisation d'un contenu, les sous-titres pendant qu'on écoute, les chapitrages, le nom des intervenants. Et si ça vous intéresse, on a une démo juste derrière au stand 56. N'hésitez pas à nous poser plein de questions. Ouais, donc les solutions, elles existent, elles sont là. Il faut juste que tout le monde s'y mette. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, le podcast, c'est quand même un univers, je finirai là-dessus, c'est un univers relativement fermé dans le sens où, en tout cas jusqu'ici, on a des plateformes qui sont un peu maîtresses du jeu, on va pas se mentir. On a iTunes, on a Spotify qui tiennent les rênes, très clairement. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas évoluer. Et ça ne veut pas dire que le référencement de demain du podcast restera tel qu'il est et qu'on n'a pas d'autres éléments qui vont venir rentrer dans la course. Donc, gardez les oreilles attentives, je dirais, pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Il nous reste, je pense, une 10-15 minutes encore avec vous. Je me dis qu'il y a peut-être des questions sur ce sujet du référencement. Est-ce que vous voudriez profiter d'avoir tous ces spécialistes avec vous pour pouvoir en parler? Je ne sais pas si on peut faire tourner un micro, je vais vous l'apporter. Bonjour, Elisabeth Feiti du podcast Méta de Choc. J'ai une question par rapport à YouTube, parce que moi j'ai une audience assez importante sur YouTube, tout simplement parce que le sujet que j'ai traité a été très rapidement attirer l'attention de gens qui étaient des personnes qui fréquentaient YouTube. Et je sais qu'il y a toute une zone quand on met une vidéo sur YouTube qui permet d'indiquer des mots-clés. Et j'ai cru comprendre que ces mots-clés, en gros, YouTube, maintenant, ils s'en foutaient complètement. Donc, comment on peut utiliser cette zone-là? Est-ce qu'il faut mettre que des phrases, des questions, et comment déterminer les bonnes questions ou les bonnes phrases à mettre à la place peut-être des simples mots-clés? Le micro qui ne marche pas au début. Alors, voilà. Oui, YouTube. Moi, je vois YouTube comme un autre moyen de découvrabilité. Souvent, quand on parle de YouTube, beaucoup de personnes me disent « Mais pourquoi mettre son podcast sur YouTube? Est-ce que vraiment les gens écoutent des podcasts sur YouTube ?» Alors déjà, oui, déjà. Il y a des personnes qui écoutent des podcasts sur YouTube parce qu'il y a des personnes qui aiment utiliser YouTube et qui aiment utiliser uniquement YouTube. Et donc, il y a des personnes qui même vont mettre un podcast, ça paraît parfois un peu étrange, mais qui vont même mettre un podcast YouTube en Bluetooth sur leur autoradio dans leur voiture. Donc oui, c'est intéressant. Mais surtout, il faut le voir encore plus comme une découvrabilité, je trouve. Parce que YouTube, aujourd'hui, c'est le deuxième moteur de recherche au monde.
être sur YouTube, et c'est aussi finalement également en plus apparaître en double potentiellement sur Google, puisque YouTube est très bien référencé, évidemment, par Google. Donc, c'est aussi un moyen d'être encore plus visible. Par rapport à votre question, je pense que c'est un peu la même chose que ce que je pourrais dire en réalité sur tout le référencement, parce qu'on s'est parlé beaucoup des plateformes d'écoute. On a un peu parlé du SEO, mais il y a finalement tout un scope de référencement auquel vous allez faire face. On aurait pu se parler aussi des réseaux sociaux. Il y a aussi des recherches sur les réseaux sociaux. Mais il y a tout un scope de visibilité que vous avez. En réalité, moi, mon avis là-dessus, il est de surtout pas imaginer une stratégie qui est spécialisée par plateforme. Sinon, je trouve ça beaucoup trop complexe, beaucoup trop difficile même, d'ailleurs, à challenger d'un point de vue métrique. Ça va être extrêmement difficile. Alors, on pourrait en avoir spécialement pour YouTube, mais c'est quand même difficile. Et donc, plutôt se dire, quel est aujourd'hui, de façon très globale, le meilleur moyen que j'ai à travers le nom de mon podcast, le nom de mes épisodes, ma description, pour remonter sur l'ensemble de ces scopes de référencement potentiels. Et dès lors que vous travaillez de façon très efficiente sur votre titre d'épisode, de façon très efficiente sur la description de votre épisode, c'est ça qui va être beau, c'est que ça va avoir une répercussion partout et à tous les endroits. Si je peux juste rajouter quelque chose, déjà ta question est géniale, merci. On était en train de se dire qu'on est trop frustrés de vous laisser maintenant. Il faut refaire une conférence parce qu'on n'a rien eu le temps de dire de ce qu'on vous avait préparé. YouTube, moi j'avais une chaîne, contrairement à toi, qui marchait pas bien. Et en fait, pour tous ceux qui ont des chaînes qui marchent pas bien, c'est aussi un super moyen de la booster justement, parce qu'en fait, le fait d'avoir tes podcasts qui sont shippés régulièrement, si vous n'êtes pas un bon élève sur YouTube, c'est l'occasion de redresser un peu la barre, d'avoir votre podcast par exemple via Ocha qui ship, qui part automatiquement sur YouTube. Il y a un truc qu'on vous a pas dit sur les titres. Alors, optimiser les titres avec des outils comme Answer the Public, tout ça pour aller cibler des intentions de recherche. Première bonne pratique, vous verrez vraiment l'incidence. Deuxième chose, aujourd'hui, et ça va ne faire qu'augmenter, 16% des recherches Google, c'est des assistants vocaux. Et ça, on s'en rend pas compte, mais toutes les recherches qu'on fait à la maison avec Alexa, Siri ou je ne sais quoi, en fait, aujourd'hui, c'est sous forme de questions. Donc, la vraie bonne pratique, et Vincent de la Toile sur Écoute, il le sait maintenant, il demande des titres de podcast sous forme de questions. Et je pense que ça, les vrais le savent. D'ailleurs, c'est grâce à toi, Vincent, donc j'étais obligée de te rendre ce César. Pour le coup, je me suis dit, c'est marrant qu'il demande sous forme de questions. On va voir l'impact. On les a pas encore sortis, ces épisodes. Mais ça, je pense que sur YouTube, c'est une vraie bonne pratique. Et sur les petits titres, pour vous laisser avec deux petites astuces, verbe d'action. Essayez des questions courtes et allez, une troisième, si vous mettez un chiffre, c'est mieux. Là, mais les 5 astuces pour, les 8 piliers pour, où 96% des gens ignorent cela. Bon, après, faites pas trop du putaclic, sinon vous allez finir comme Estelle et moi en marketing. Mais voilà, c'est les titres. Et une dernière chose, après, je rends le micro. J'adore ce sujet. Les tags, quand tu m'as dit que les tags YouTube n'avaient pas beaucoup d'incidence, ça m'a donné des petits frissons dans le dos. Si quelqu'un peut revenir là-dessus, pour moi, ça a beaucoup d'incidence. J'utilise TuneBuddy qui me permet justement TuneBuddy, T-U-N-E-B-U. TubeBuddy et ta vidIQ, qui sont les deux plateformes Ouais. américaines qui aident à optimiser son référencement spécifiquement sur YouTube. Et ça marche ou pas? Moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être l'effet placebo, mais en fait, il te met des scores de découverte par mots-clés et il te fait des suggestions. Et moi, en tout cas, j'ai l'impression que ça a vraiment boosté mon trafic sur certaines vidéos. C'est pareil, quand tu commences à optimiser, tu vas avoir quand tu travailles, tu as un résultat. Donc, quand tu commences à optimiser sur YouTube avec ces outils-là, tu vois le résultat après. YouTube va devenir une plateforme de podcast. Ils sont en train d'ouvrir le feed RSS sur YouTube. Et nous, ce qu'on voit à terme, c'est Google Podcast et YouTube vont merger pour devenir qu'un seul, qui sera un Google Podcast. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui va être le troisième gros, qui va devenir concurrencer Apple et Spotify. Donc, Dis ça comme ça, à la fin de la conférence. Oui, voilà. Non, mais YouTube est important, il faut vraiment y aller. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'avais une petite question par rapport à la catégorisation des podcasts, donc par thématique. Parce que je rejoins un peu. Moi, j'aurais tendance à dire les titres, il faut les garder parce que justement, il ne faut pas trop modifier les choses. Donc, on apprend des trucs, c'est tant mieux. Est-ce que par rapport aux catégories, justement, est-ce qu'il faut les multiplier ou justement rester vraiment sur un secteur?
Et aussi par rapport aux tags, je sais que sur Ocha, il y a des demandes de tags. Est-ce qu'on en met un peu, beaucoup? Est-ce qu'on voit large? Est-ce qu'il faut que ce soit très précis? Enfin voilà. Quelle est votre opinion là-dessus? Tu feras les tags, je vais faire les catégories. Les catégories sont importantes, mais attention à ce qu'on appelle l'effet vanity metrics. Je suis passé de la position 33 à la position 22 dans la catégorie marketing. Oui, mais les gens vont encore devoir scroller pendant 5 minutes avant de voir ton podcast. Les catégories, c'est bien quand tu es dans le top 5. Sinon, c'est comme si tu es sur la 3e page de Google. Hein. C'est là on enterre les cadavres. Non. Donc les catégories, importantes. Plus tu en as, mieux c'est. Mais il vaut mieux je préfère avoir un podcast qui est numéro 1 ou 2 dans une catégorie qu'un podcast qui est numéro 17 dans 20 catégories. Allô, voilà. Pour répondre au sujet des tags que tu mentionnais, sur Ocha, on te permet d'être distribué jusqu'à 22 plateformes d'écoute. Plus, les tags sont aussi utilisés sur la partie SEO, puisqu'on utilise ces tags-là aussi comme système de mots-clés pour chaque page que tu fais par épisode. Donc, c'est aussi sur les SEO en plus. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que, en fait, aucun d'entre nous ici ne sait précisément ce que font ces 22 plateformes d'écoute vis-à-vis de tes mots-clés. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que ça fait partie de ce qui est possible d'être indiqué dans le flux RSS. C'est une information qui est utilisée par tous, par toutes les plateformes, normalement, en général, qui est fournie et entre tous les hébergeurs, on donne tous normalement la possibilité de mettre des tags. Donc, ma réponse là-dessus, elle est que je ne sais pas à quel point, vis-à-vis de chaque plateforme, le potentiel que tu peux avoir vis-à-vis de ces mots-clés. Je sais par contre que sur Google, ça a pas mal d'importance. Et donc, oui, en fait, moi, je t'encourage à en mettre quand même pas le plus possible, mais en tout cas les plus pertinentes possibles pour que tu sois quand même référencé dessus. Parce que même si aujourd'hui, quelqu'un va te dire non, mais tes mots-clés, laisse tomber, sur Apple Podcast, on a fait des tests, etc., ça ne sert à rien. Ouais, mais si demain, eux, ils modifient leur algorithme et qu'ils décident du jour au lendemain de dire ouais, mais finalement, les mots-clés, maintenant, on va les utiliser, c'est super utile, tu seras bien embêté de ne pas l'avoir fait sur le moment et de devoir tout modifier. Donc, en fait, ajouter des mots-clés, ce n'est pas spécialement difficile. Moi, j'encourage vraiment à en mettre dans tous les cas et à ne pas passer sa vie dessus, bien sûr, mais en mettre dans tous les cas. Ah, ça y est, j'ai le micro malade. Non, c'est bon. Sur les catégories, une dernière chose. Moi, c'est un des premiers trucs que j'ai testé. Si vous êtes entre plusieurs chaises sur les catégories, typiquement, moi, mon podcast, il est vraiment entre marketing, entrepreneuriat et tech. Testez-en plusieurs. C'est l'excellent conseil. Et effectivement, il faut mieux être… en fait, si les gens ont besoin de scroller, ils ne vont pas aller. Par contre, ils vont regarder le top 3 des meilleurs podcasts. Donc, regarde là où tu es le mieux classé. Et aussi, un truc que je fais, moi, c'est hyper opportuniste. J'ai un peu honte de vous le dire. Mais en général, j'essaie de regrouper mes épisodes par thématique. Et du coup, je vais manger là où il y a à manger. Et du coup, si j'ai 3 épisodes tech, je les mets ensemble et je vais dans la catégorie tech. Et puis après, 3 épisodes un peu marketing produit, je vais aller me montrer dans la catégorie marketing. À savoir qu'il y a un délai de carence de 1 jour où moi, j'ai reçu parfois des messages très inquiets qui me disaient « Mais Caroline, tu n'es plus référencée par Apple Podcast, qu'as-tu fait ?» Et en fait, il se peut qu'il y ait une petite période de carence où en fait, tu n'es plus dans marketing, ni tech, ni dans entrepreneuriat. Mais honnêtement, ça peut valoir le coup si tu ne le fais pas tous les 4 matins. Soit tu le fais une fois pour tester, soit si tu as des épisodes un peu thématiques, tu essayes de les regrouper en série et après, de façon opportuniste, technique de parasite, tu vas sur… Oui. C'est un peu un secret de polichinelle. Mais en gros, j'essaye de les regrouper par thématique. Et en fait, après, je vais gratter des écoutes. Et ça, particulièrement si vous êtes en train de lancer votre podcast, c'est une bonne façon de tester votre audience aussi. Parce que peut-être que vous allez beaucoup parler à la cible tech. Moi, par exemple, en ce moment, je suis dans tech parce que comme il n'y a pas de femmes, j'attire beaucoup plus l'attention et je fais plus d'écoutes. Tandis que dans marketing, en plus, il y a Estelle. Donc, clairement, vous voyez, j'ai quand même du souci à me faire. Donc, non, mais voilà, baladez-vous, testez plusieurs choses. Mais sache qu'il y a un délai de carence, donc t'inquiète pas, te fais pas une sueur froide si tu vois que pendant 4 heures, t'es nulle part. Mais essaye d'utiliser ce délai de carence. Moi, je change souvent de catégorie le week-end, parce que comme j'ai pas d'épisode le week-end, je sais qu'on va moins, tu vois, il y a moins d'enjeux. Si j'ai un nouvel épisode qui sort et que je suis pas référencée, c'est un peu ballot. Ballot n'y est pour rien.
Bon, Caroline est trop bavarde, donc on va malheureusement pas pouvoir prendre Une nouvelle d'autres conférence. questions. Nouvelle conférence dans une demi-heure. Non, pour ma part, je vais rester un petit peu dans le coin si vous avez des questions. Je ne sais pas si mes compères peuvent rester. Vraiment désolée. Mais avec grand plaisir pour échanger avec vous. En tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir discuter avec vous toutes et tous de ce sujet de référencement qui est un véritable sujet. On se pose souvent la question et on est souvent assez démunis vis-à-vis de ça parce qu'il n'y a pas tant de documentation que ça quand on cherche sur Internet. Parce que le podcast, en tout cas en France, en Europe, c'est quand même encore très, très neuf. Donc, si vous n'avez pas encore de podcast, mon conseil personnel, ce serait de dire, si vous avez envie de vous lancer dans le podcast, lancez-vous parce qu'il y a encore de la place. On a parlé de référencement, on a donné peut-être l'impression qu'il fallait faire pas mal de choses pour être référencé. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde sur le podcast qu'il y en a sur Internet, qu'il y en a sur YouTube, etc. Donc allez-y. Merci à vous en tout cas. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.